Human First, au cœur de l'humain. Merci d'être au rendez-vous pour cette deuxième partie de cette 6e édition du Human Day. Bienvenue à Laurent Pietraszewski. Bienvenue, Monsieur le Ministre. La dernière fois que je l'ai interrogé, c'était un débat pour les législatives. Mais ici, il n'y a que des gens bien. Venez, Monsieur le Ministre. Bienvenue. Laurent a été ministre en charge des retraites et de la santé au travail sur 2 gouvernements. Ça va vite, hein, tout ça, mais c'était sous Édouard Philippe et Jean Castex. Oui, ça durait plus de 6 mois à l'époque. Ouais. Et régional de l'étape, bien évidemment. Il a eu une grande et belle carrière à la tête de l'animation des talents d'Auchan France. Et depuis, il accompagne les entreprises avec son cabinet, Grenelle Stratégie et Management. Et il s'est spécialisé dans la performance sociale de l'entreprise et des organisations et accompagne beaucoup de structures ici et ailleurs. On va parler contrat social cet après-midi avec Laurent. Comment proposer aux parties prenantes de l'entreprise un nouveau contrat social, eu égard aux attentes éthiques et morales qu'expriment les nouvelles générations, eu égard aux situations de mal-être, bien-être dans l'entreprise. Et en fait, Laurent a travaillé sur un modèle qui doit inspirer nos DRH aujourd'hui. Et la gageure, c'est qu'il va nous le présenter en 18 minutes. C'est parti. Merci Jean-Michel. Effectivement, la politique, c'était une autre vie, mais on y apprend plein de choses quand même. C'est toujours intéressant d'en faire. Je vous propose de passer un petit peu de temps ensemble sur d'abord le contrat social. Parce qu'avant d'aller chercher comment est-ce qu'on peut concilier ce contrat social et ce contrat moral qui se transforme profondément, un petit coup d'œil sur le contrat social. Alors, si c'est moi qui fais avancer les diapos, hop, je fais, voilà, c'est fabuleux. Un des intervenants tout à l'heure, un des intervenants précédents, rappelait les sujets de désengagement, et d'ailleurs qui était un sujet partagé pour tous les dirigeants et les DRH que je peux croiser, mais avec des intensités très, très différentes. Juste quelques indicateurs principalement, et on pourra un peu les développer si vous voulez. Quand on regarde le niveau d'engagement, voire le niveau de désengagement tel qu'il est mesuré tous les ans par Gallup, on a un niveau en Europe des entreprises où on a 72% des travailleurs qui se disent désengagés, et si on regarde ceux qui sont extrêmement désengagés, ceux qui sont vraiment très loin de la balle dans leur contexte professionnel, ils sont 16%. Je voulais mettre ça en parallèle avec notre rapport au travail. Alors j'ai choisi un indicateur, j'aurais pu en choisir d'autres, c'est celui du nombre de jours de grève. Vous savez, alors évidemment je dis ça, on est à 2 jours du 18 septembre, donc on est dans l'actualité, il n'y a pas de clin d'œil de ma part, juste rappeler que l'IFRAP, qui est une fondation, nous décerne la médaille, nous sommes les champions d'Europe du nombre de jours de grève pour 1000 habitants. Vous donnez une petite idée, vous l'avez sur l'écran, 171 jours de grève pour 1000 habitants dans notre pays, tel qu'il est mesuré par la DARES, et on est à plus 72% par rapport à l'année précédente. Quand on regarde chez nos amis belges, on est à 97 jours, donc c'est quand même déjà pas mal, et quand on regarde Outre-Rhin, là on s'aperçoit que les chiffres s'effondrent, puisque Outre-Rhin, on est à 17 jours de grève pour 1000 collaborateurs, pour 1000 travailleurs. Donc on voit que cette intensité du conflit social, c'est une réalité dans notre pays. Alors, pourquoi j'ai choisi ces 2 indicateurs-là? Parce qu'ils sont quand même révélateurs d'une forme de malaise social qui peut être du désengagement dans l'entreprise, mais une forme de malaise qui d'ailleurs peut se trouver aussi dans un 3e indicateur, celui que vous avez peut-être tous et toutes en tête, c'est celui de l'absentéisme. AXA nous donnait ces chiffres récemment au mois de mars, nous rappelait qu'avec un taux d'absentéisme moyen à 4,5% l'an dernier, avec des envolées spectaculaires, puisque on a
a des arrêts longs qui progressent, c'est plus 41% de jours d'absence sur 5 ans en matière de maladie. Alors là aussi, on est sur un débat, vous voyez, d'actualité. On pourrait rediscuter d'ailleurs du niveau de ces jours d'absence. Ceux qui le voudront pourra se retrouver à 14h30 dans la salle Inside 5 pour continuer le débat plus spécifiquement sur la santé. Mais on voit bien qu'on a des éléments qui montrent qu'on a un contrat social qui n'est plus suffisamment porteur d'espoir collectif. Hop. Donc là, il va falloir que vous repreniez la main au niveau de la console. Et on va pouvoir regarder la deuxième diapo. C'est comment est-ce qu'on va intégrer dans notre contrat social le désir de participation et l'innovation managériale. C'est effectivement un sujet qui aujourd'hui est traité dans beaucoup d'entreprises. On se pose la question, vous savez, des legacy, toutes ces entreprises très structurées, d'ailleurs pour lesquelles j'ai pu travailler, du retail, de la manufacture automobile, qui sont les héritières de la situation des 30 glorieuses, mais aussi d'ailleurs des 30 piteuses. On oublie aussi que ce sont des entreprises qui ont dû faire face aux difficultés des 30 dernières années. Bon, eh bien, ces entreprises, elles font face à d'autres modèles, des modèles qui sont ou beaucoup plus agiles et réactifs, les start-up, ou le mode managérial est différent, mais aussi, j'ai voulu volontairement vous les citer, ces sociétés coopératives qui ont véritablement connu un développement. On pourrait citer Duralex dans notre environnement, Bergère de France. On voit bien que dans les scopes, il y a une autre façon de regarder le rapport, certes au capital, certes à l'engagement, mais aussi à la répartition de la valeur ajoutée. Donc on voit que notre contrat social, il faut le faire évoluer. Et tout à l'heure, on avait des questions sur quelles sont les attentes des jeunes générations. Mais on pourrait aussi se poser la question, est-ce que les travailleurs non salariés, les TNS, les entrepreneurs individuels, eh bien aujourd'hui, on voit bien que ça s'oppose d'une certaine façon au salariat, mais on pourrait aussi se dire que ça le complète. Parce que ce sont des temps de vie qui font qu'à un moment donné, on n'est plus salarié toute sa vie. On peut être aussi à un moment donné travailleur non salarié, à un moment donné entrepreneur individuel, mais ce modèle, le modèle unique, effectivement, commence à disparaître et ça impacte les pratiques managériales. Et d'ailleurs, vous avez une opposition peut-être qui peut se créer là aussi sur les pratiques. Regardons ensemble les trois grandes formes de pratiques managériales. Si on voulait se poser sur l'aspect de la collaboration et sur l'aspect de la coordination, on voit bien que ce sont des pratiques qu'on a relativement facilement en tête, mais ces organisations de travail, elles, sur le fond, sont assez incomplètes l'une et l'autre. Et on regarde les travaux de Georges Siebel, qui est un sociologue allemand, qui a posé les éléments qui concernent la coopération. La coopération, en fait, c'est le fait qui n'est pas d'ailleurs uniquement le résultat d'une génération, mais d'un moment. Et ça implique deux choses. C'est qu'on a certes un objectif en commun, on a des objectifs en commun, mais également on a une appréciation vis-à-vis de ceux et celles qui partagent cet objectif. Alors qu'est-ce que ça veut dire, l'appréciation? Ça ne veut pas dire qu'on fait l'évaluation, parce que je vois tous ceux qui ont des casquettes de DRH dire ah bon, il faut s'auto-évaluer les uns les autres. Non. Dans la coopération, on partage un objectif commun, mais on partage un peu plus que ça. Il y a une forme de supplément d'âme dans ce que nous faisons ensemble. Et Simmel appelle ça de l'appréciation, mais en tous les cas, on a cette forme de confiance, de solidarité et de reconnaissance interne. Et le travail en coopération est parfaitement adapté au contrat social actuel. D'ailleurs, c'est ça qui transforme. Vous savez, il y a un certain nombre de boîtes pour lesquelles je travaille, mais d'autres qui ont déjà imposé cela. Vous savez, c'est l'histoire des équipes autonomes. Vous avez des équipes autonomes qui travaillent entre elles sur le principe du co-développement, de la réflexion avec de l'autonomie. Donc le besoin de marge de manœuvre se retrouve là assez facilement lorsque nous sommes en coopération, alors que quand nous sommes dans une forme de collaboration, il n'y a pas forcément ce sentiment partagé, cette connaissance, cette reconnaissance. Et quand nous sommes en coordination, eh bien là, on n'est pas dans un intérêt commun. C'est juste un travail de coordination. Ceux qui ont eu une activité de chef de projet le savent bien. On coordonne dans le cadre d'un projet, mais on a parfois bien du mal à définir l'objectif commun. Et ceux qui font essentiellement de la collaboration dans leur mode managérial, ils se défient de la partie presque un petit peu
sentimentale, émotionnelle de ce que pourrait nécessiter le passage à une coopération. Alors, bien sûr, tout n'est pas forcément aussi simple que de dire qu'on va passer dans un mode de coopération. J'essaye toujours désespérément de faire avancer ces dispositifs. Ah, voilà, c'est toujours réussi. Et on va regarder en quoi le contrat moral s'est imposé maintenant dans la vie économique et sociale. Parce que, d'ailleurs, je l'avais vu dans mon passage politique, que Jean-Michel avait la gentillesse de rappeler tout à l'heure. Comme député, j'ai eu à travailler sur la mise en place de la loi Pacte et à me réinterroger sur, au fond, quel est l'objectif de la société. Au fond, est-ce que la société, si on s'intéresse à ce qu'il y avait écrit dans le Code civil, eh bien, est-ce que c'est une société qui doit viser à servir les intérêts de ses actionnaires, ou est-ce qu'elle peut avoir autre chose comme ambition? Alors, on a vu qu'avec les scopes, il y avait autre chose comme ambition. On a vu qu'il y avait des modèles alternatifs qui étaient développés aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, depuis 1950. On a vu avec l'économie sociale et solidaire aussi qu'il y avait d'autres formes de solutions. Mais là, on a commencé à imposer en droit français une notion extrêmement formelle. C'est qu'on pouvait maintenant dire que certes, la société doit servir les intérêts de ses actionnaires, mais qu'elle peut aussi avoir une raison d'être qui prend en compte les impacts qu'elle peut avoir environnementaux et sociaux. C'est une transformation qui a l'air peut-être un peu ténue, on ne la partage pas forcément dans le grand public, mais c'est sur le fond le coup d'envoi dans notre pays de la mise en place d'une responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Et c'est un point qui n'est pas tout à fait anodin parce que, en fait, les entreprises, elles doivent considérer depuis la loi Pacte, elles le faisaient avant. Vous savez qu'on a un diagnostic pour les entreprises notamment cotées, où il faut rendre tous les ans un diagnostic, un bilan, pardon, de son activité non financière. Vous savez que la CSRD, notamment les obligations qui découlent des directives européennes en la matière, nous obligent certes à réfléchir sur notre environnement, mais pas que. Très souvent, les entreprises françaises, contrairement aux entreprises anglo-saxonnes, elles ont travaillé le sujet de leur impact carbone, de l'impact énergétique. Alors, elles sont très à l'aise pour travailler des plans de mobilité. Ça, on veut dire, on est bien d'accord, tiens, on va mettre des vélos pour les collaborateurs, on va s'intéresser à ce qu'il y a des bornes de recharge électrique ou des dispositifs pour organiser le covoiturage. Mais sur le fond, lorsqu'on doit aller un petit peu plus loin et s'intéresser à ce qu'on appelle la soutenabilité du travail, et c'est là qu'on rentre dans le contrat moral, eh bien, on a un peu plus de mal à rentrer sur ce sujet. Je vais proposer à la régie de passer les diapos elles-mêmes, parce que comme ça évitera qu'on se bloque après, et qu'on revienne peut-être sur les aspects de soutenabilité du travail avant de revenir sur les freins, parce qu'on est déjà quasiment à la fin. Mais sinon, je vais dérouler. Donc si on peut remonter les diapos, c'est super. Voilà, encore une. Parfait. Et maintenant, on peut repartir. Hop, une petite entrée. Très bien, parfait. La soutenabilité du travail, je vous en parlais tout à l'heure. J'ai remis un petit historique parce que c'est pas aussi loin que ça. C'est quelque chose de frais. La soutenabilité du travail, c'est comment je prends soin du premier facteur de production. C'est-à-dire comment je prends soin du facteur humain. Effectivement, on peut se dire, bah, tiens, si je fais comme des RH, des politiques de QVT, de QVCT, bah, je prends soin du facteur humain. C'est un peu plus que ça. Il faut se poser la question du maintien dans l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est en situation d'inaptitude? Est-ce qu'on est en situation d'accompagner les mutations de compétences? Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une modification profonde des organisations qui nécessite de faire un plan de sauvegarde de l'emploi? La soutenabilité du travail, aujourd'hui, le regard que portent les éventuels candidats aux entreprises, ils portent aussi des regards, pas seulement sur le niveau de rémunération, mais ils en portent aussi sur la façon dont on traite les collaborateurs au sens propre du terme dans l'entreprise. Et vous savez, je pense que quand on regarde un petit peu l'histoire, ce qui nous a amené dans les années 90 à avancer tout cela, c'est aussi le fait qu'on a bien vu que les économies administrées, eh bien, elles avaient fait
leur temps. Hein. On a, pour ceux qui sont un peu plus vieux, donc pas tout à fait des boomers, mais voilà, ils ont vu à la télévision le mur de Berlin tomber, et en même temps tomber un certain nombre d'opposition entre le système capitaliste et un autre système, et c'est l'économie administrée qui s'est sans doute effondrée, et donc il a fallu reconstruire aussi, parce qu'on a besoin aussi d'alternatives, non pas quelque chose qui soit une alternative au capitalisme, mais qui soit une autre forme de capitalisme qui intègre des idées, des notions importantes comme celle de l'environnement, comme celle de l'écologie du poste de travail, des organisations de travail. Alors, tout à l'heure, on en a parlé aussi chez un autre intervenant. Vous avez aussi tous en tête, si vous ne l'avez pas, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil sur la théorie des parties prenantes de Freeman. On veut dire que la façon dont on pose aujourd'hui, c'est à peu près dans les têtes de tout le monde, la notion de partie prenante quand on va diriger une entreprise, et j'ai à le faire aussi comme patron d'un conseil d'administration, eh bien, on voit bien que ce n'est plus uniquement de servir les porteurs d'action. Et donc, cette forme aussi, encore une fois, d'opposition, mais pas seulement de complémentarité entre les uns et les autres, eh bien, elle a fait son chemin, et elle fait qu'on voit progressivement arriver d'autres notions dans le contrat moral. Moi, j'ai travaillé dans la grande distrib depuis les années 90. Moi, quand je suis rentré dans une très belle entreprise, avec un oiseau assis sur un grand A, eh bien, on m'a dit, il y a une raison d'être ici. Vous voyez, c'était dans les années 90. Hein, et on m'a dit, c'est confiance, partage, progrès. Ce n'était pas du tout inscrit dans les statuts de l'entreprise. Voilà. Mais il y avait une raison d'être. Elle n'était pas obligatoire. Elle n'avait même pas forcément de formulation juridique, mais elle avait du sens. On essayait de donner du sens. Eh bien, on voit bien qu'entre ce qu'on a pu vivre quand on est boomer dans les années 90 et ce qu'on vit aujourd'hui, on a une évolution extrêmement forte. C'est qu'on a une formalisation. La loi donne le cadre, ça n'existait pas dans les années 90, et on a une théorie, on a des travaux académiques qui nous permettent de dire mais qui sont ces parties prenantes. On va regarder la diapo d'après, si Pauline veut bien. Et on va se dire que, en fait, au final, puisque c'était l'objet de mon intervention et qu'il me reste 3 minutes, en quoi, au final, tout ça, puisque ce contrat social, il a bien du mal à générer de l'espoir collectif, il faut le revisiter. On a un contrat moral qui progresse depuis 40 ans et pour lequel il y a maintenant des éléments de formalisation. Eh bien, la question, c'est en quoi ça va modifier notre management. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut qu'on bosse en coopération et qu'on accepte à la fois de partager un but commun, mais aussi un peu plus que ça, un supplément d'âme. Vous vous souvenez, ce supplément d'âme, c'est celui de la confiance, c'est celui de la solidarité. On a besoin, j'en parlais avec un dirigeant d'une entreprise hier soir, on a besoin, quand on est salarié, de se sentir soutenu par son entreprise quand on est en difficulté. Eh bien, c'est cela, la coopération. Il y a un certain nombre de dispositifs managériaux qu'on a évoqués, mais je dirais qu'il y a un grand principe. Celui qui est en train de se dilater devant nous, c'est que, en fait, le mode hiérarchique, il n'a plus beaucoup d'intérêt. On a une véritable remise en cause du principe de subordination. Alors, quand on est manager, quand on est dirigeant, quand on est patron de conseil d'administration, bah, écoutez, et qu'on a 50 ans ou 55 piges, bah, évidemment, on se dit, tiens, moi, j'ai l'habitude de ce format-là, je veux respect, distance et bienveillance, même si on a rajouté bienveillance dans notre propos, mais on a bien du mal à se séparer de ce lien de subordination. Et pourtant, quand on est à la Poste, quand on est chez des manufacturiers automobiles et qu'on travaille en équipe autonome, eh bien, on a bien cette lecture-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'une hiérarchie qui pèse et qui donne un certain nombre de directions. On est en train de partager un but commun, en confiance, avec ce supplément d'âme. Et puis, je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que le digital a été un formidable accélérateur d'horizontalité et du besoin de marge de manœuvre. Vous avez tous en tête ce ministre roumain qui, alors qu'on était en plein Covid, alors je dis ça, ça aurait pu arriver en France, mais moi-même j'ai fait des visios où je n'étais pas en caleçon, et ce ministre roumain qui se lève et on voit qu'il était en caleçon pendant la visio. Si on pouvait retrouver ça sur YouTube. Bon, mais au final, qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre qu'on a tous fait beaucoup de choses avec d'autres formes d'organisation. Quand on fait une visio, on commence pas par dire bonjour monsieur le directeur général, bonjour monsieur le chef machin, bonjour madame la responsable truc-muche. Bon, on se parle, on se tutoie, on est dans ses prénoms. En fait, on va droit au but. Et donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Le digital est un formidable accélérateur d'horizontalité et il ouvre
des grandes marges de manœuvre parce que vous récupérez de l'autonomie. Et ça aussi, c'est un point important. Je dirais que pour conclure cela, il faut avoir en tête que la régulation au travail, celle que l'on demande à nos managers, elle n'est plus aujourd'hui statutaire, mais elle est opérationnelle. Okay, c'est ça ce qui compte. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qui est la patronne ou le patron sur le stand aujourd'hui de telle boîte. C'est pas de savoir si le directeur général est là ou la PDG est venue. C'est ça qui nous intéresse. Quelle est la meilleure, quel est le meilleur à ce moment-là, et qu'il soit capable de faire travailler tous ceux qui sont là en coopération. Et ça veut dire que le management se transforme profondément. Et ça veut dire que quand on est des RH, on doit aussi s'interroger à la façon dont on accompagne ces managers. Parce que c'est bien beau de dire que le management se transforme. La question qui est posée, c'est comment on fait pour le transformer. Comme il ne reste 15 secondes, je vais juste vous montrer quelques freins et on va essayer de les lever ensemble. Et j'en aurai terminé. Si Pauline appuie sur le bouton et que, évidemment, la diapo avance. Voilà, on y est. Je crois que on peut se dire d'abord qu'on a parfois chez les dirigeants, et ça c'est le boulot du DRH d'être contre-pouvoir, une absence de vision systémique. Donc ça, il faut bosser la vision systémique. On pourra faire une autre conférence sur le sujet, on ne va pas la faire là, Jean-Michel, je te rassure. Mais en tous les cas, la seule façon de remettre en cause les organisations actuelles, c'est aussi de se former à la vision systémique. Et puis, il faut aussi se dire les choses. Il y a des rentes de situation qui freinent les dépassements de fonction. Vous savez, pour ceux qui regardent le foot ou d'autres sports, on cherche toujours le dépassement de fonction. Vous voyez, on dit l'arrière gauche, enfin, là, le rugby en ce moment féminin qui est très bien d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait l'arrière irlandaise? Est-ce qu'elle est capable de porter la balle au-delà et d'accompagner ses avants? On fait du dépassement de fonction. Le sujet du dépassement de fonction, c'est exactement ce qu'on attend dans les équipes autonomes. C'est exactement ce qu'on attend des uns et des autres. Et c'est ce qu'attendent celles et ceux qui viennent travailler avec nous, qu'on puisse dépasser la fonction. Mais ça se heurte à des rentes de situation. Je vais prendre un exemple. Si moi j'ai mis 25 ans pour devenir chef de rayon dans la belle entreprise où j'étais, j'ai commencé par, à 18 ans, par ranger des conserves, puis après je suis devenu employé responsabilité, puis après gestionnaire de sous-rayon, puis après chef de rayon, et j'ai mis 25 ans pour faire tout ça. Et que je vois arriver un petit gars ou une petite nana qui a 22 ans et qui me dit bah, « moi je vais faire comme toi tout de suite », ça me va beaucoup moins bien. Donc, les freins, ils existent à l'intérieur. Et puis, c'est terminé, Jean-Michel. La simplification, c'est un vrai sujet. Quand on a travaillé au gouvernement, on est très humble sur le sujet, puisque c'est évidemment juste un conseil que je pourrais vous donner. En tout cas, à chaque fois que vous pouvez simplifier, vous gagnez de l'espace, vous gagnez du temps. Merci beaucoup, bon après-midi. Merci beaucoup, Laurent. Passer d'un management statutaire à un management opérationnel. Tu nous donnes rendez-vous, là ? Je vous donne rendez-vous en Inside 5, si vous avez envie de bosser le sujet de la soutenabilité du travail et des solutions de santé, parce qu'en fait, quoi de mieux que de prendre soin de la santé des uns et des autres? C'est le seul capital immatériel, Jean-Michel, qu'il faut protéger l'entreprise. On a eu une belle démonstration que ce nouveau contrat social revisite bien évidemment les pratiques managériales, coopération, but commun, nouveaux principes hiérarchiques également. Human First. Human First. Au cœur de l'humain.